Bon, alors, on reprend le cours. Je vous rappelle pour vendredi que même si on fait un TP de chimie, c'est pas la peine d'amener la blouse, c'est moi qui ferai les expériences. Et vous verrez vendredi pourquoi c'est moi qui fais les expériences, c'est pas vous. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ah, pendant que j'y pense, et s'il y en a parmi vous qui ont des petits problèmes de poumons, vous savez, un petit peu d'asthme ou ce genre de choses? Donc, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Un petit peu moyen. Parce que l'idée, c'est que mes réactions vont produire un petit peu de fumée. C'est... Alors si jamais vous avez un petit peu d'asthme, vous êtes présente. Vous serez simplement plus loin. Ah. En aucun cas, votre état de santé vous permettra de vous absenter de manière officielle. Ah. Et donc, Monsieur Ben Khalifa, si vous aussi vous avez des petits problèmes de poumons, vous vous mettrez au fond de la salle, à côté d'une fenêtre grande ouverte, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et pour tous les deux, Monsieur Ben Khalifa et Mademoiselle Etifier, je comprends vos problèmes d'asthme éventuels, ça n'empêchera pas d'avoir un masque qui soit situé au-dessus du nez. Oui, mais ça ne change rien sur le principe. Voilà. Alors, je vous rappelle le principe. Et je rappelle que c'est vraiment très important en termes de chimie. C'est la base de tout ce qui existe. Les centaines de milliards de molécules qui existent proviennent du raisonnement qu'on est en train de faire. J'aimerais maintenant que vous soyez attentifs. Donc, l'idée, c'est qu'après avoir dessiné la structure électronique des atomes, on regarde de manière plus précise la couche périphérique. La couche périphérique étant la couche la plus éloignée du noyau. Bon, c'est fini. La plus éloignée du noyau qui contient des électrons. Et la règle de l'octet, dont je vous rappelle qu'elle est une règle expérimentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule ni quoi que ce soit qui permette de le démontrer, c'est simplement qu'on regarde les molécules et on s'aperçoit que c'est comme ça que ça fonctionne. En étant bien d'accord, vous vous rappelez de ce que j'appelle regarder les molécules. On ne regarde pas les molécules. Les masques, s'il vous plaît. Voilà. On ne regarde pas les molécules, on fait des expériences qui permettent de voir comment est constituée une molécule. C'est trop petit une molécule pour la voir. Mais on regarde les molécules et les atomes, les ions, et on voit qu'ils ont 8 électrons sur leur couche périphérique. Ça, c'est le cas général. C'est pour ça qu'on parle de règle de l'octet. Parce que octet en latin, ça veut dire 8. Donc règle de l'octet, ça veut dire règle des 8. Mais il existe un petit nombre d'exceptions, 5 atomes, les 5 plus petits. L'hydrogène, l'hélium, le lithium, le barium et le bore. 5 petits, pourquoi? Parce que pour eux, une fois qu'ils auront obéi la règle de l'octet, la couche périphérique, ce sera la couche K. Et la couche K, vous vous rappelez, dans les règles de Pauli, c'est la première couche, elle bloque à 2 électrons. Donc c'est clair que si elle bloque à 2 électrons, je ne peux pas en mettre 8. Mais tous les autres, c'est 8. Et donc, on a vu ensuite les applications pratiques avec ceci, en prenant l'exemple de l'atome de fluor, donc F919, avec ses 9 électrons, qui sont répartis en 2 sur la couche K avec le doublé que j'espère être habituel maintenant, et puis les 7 qui restent sur la couche L, c'est-à-dire les 4 premiers célibataires et les 3 suivants, qui forment un doublé. Vous vous rappelez, les électrons tournent, si je mets les 3 doublés comme ça et les 3 célibataires là, je mets les 3 célibataires au jeu quelque part. C'est juste des habitudes de représentation. Et donc, cet atome de fluor n'obéit pas à la règle de l'octet. Et il n'obéira pas à la règle de l'octet tant qu'il restera tout seul. C'est ça le principe. Dès qu'il va être en contact avec d'autres atomes, donc quelque part, ça veut dire dès que je vais mélanger mon flacon dans lequel j'ai des fluors avec un flacon dans lequel j'ai un autre produit, il va se produire une réaction chimique qui fait que l'atome de fluor va aller rencontrer les autres atomes et piquer un électron, au sens propre du terme. C'est-à-dire que lui, il va sortir quelque part de son flacon, il va aller toucher un autre atome, et au moment du choc, il va lui prendre un électron. Et il va mettre cet électron là où il manque, c'est-à-dire pour faire le 4e doublé. Ce qui fait que
Donc tout ça, je vous l'avais expliqué, mais est-ce que j'avais fait le décompte de la charge électrique ou pas encore dans ce paragraphe? Non, j'avais dessiné les atomes, je vous avais expliqué le principe, mais on n'avait pas vu comment on expliquait la charge électrique. D'accord. Si? Donc, mon atome au départ, il était neutre, c'est-à-dire autant de charge positive que de charge négative. Là, quand je récupère un électron, ben, j'ai récupéré une charge négative. Ça devient un ion chargé négativement. Le terme technique, c'est anion. Alors, dans certains cas en collège, on insiste beaucoup sur anion, sur cation, etc. Moi, anion et cation, objectivement, je m'en moque. C'est un ion chargé négativement. C'est tout. Les termes anion et cation, je les utilise vraiment très très peu, voire quasiment jamais. C'est bien de le savoir, parce que l'année prochaine, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Mais voilà, si vous l'oubliez, pour moi, et donc en contrôle, ça ne posera pas de problème. Mais par contre, bien savoir, ion chargé négativement, ion chargé positivement. J'ai gagné un électron, j'étais neutre, l'électron chargé négativement, donc je suis chargé négatif. Et donc l'exemple que je vous avais donné, c'était l'atome de sodium, mais c'est n'importe quel autre atome. Je vais changer un petit peu. L'atome de lithium, et en plus je vais gagner du temps. Avec ses 3 électrons, l'atome de lithium avec ses 3 électrons, il y a les 2 sur la couche K, et puis sur la couche L, j'ai le 3e. Et là aussi, je ne suis pas sûr, je vous ai fait écrire qu'on pouvait gagner jusqu'à 3 électrons maximum, on ne l'a pas encore écrit. Vous l'avez écrit? Voilà. Donc, mon atome de lithium, il est censé gagner 7 électrons. 7 électrons, c'est pas possible. Un atome peut avoir suffisamment de force, parce qu'on est d'accord, ça nécessite de la force, ça. Vous arrivez sur un autre atome, vous lui arrachez un électron. Donc, il faut être plus fort que lui, et ça coûte de l'énergie. Et donc, plus on va avoir d'électrons arrachés, moins il va nous rester d'énergie. C'est pour ça que les atomes qui existent, quelque part, je dirais, on a fait des calculs, et ils peuvent gagner 3 électrons, pas plus. Mais ça, c'est un calcul qu'on peut faire, ça. Donc, l'atome de lithium, il ne peut pas gagner 7 électrons, et donc, son idée, c'est si jamais il rencontre un atome de fluor, il va se laisser prendre son électron. Il faut quand même qu'on vienne le chercher. Mais il va se le laisser prendre. Et une fois qu'il s'est laissé prendre son atome, pardon, son électron, eh bien, cet électron, par définition, il n'est plus là. Sur cette couche électronique, comme j'ai retiré l'électron, il n'y a plus d'électrons du tout. Et donc, il n'y a plus, enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de couche électronique, c'est qu'elle est plus occupée. Et donc, la couche périphérique, c'est celle-là. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le lithium fait partie des 5 atomes comptant avec 2 électrons seulement, parce que la couche K est bloquée à 2 électrons, donc sa couche périphérique est complète. Et donc, j'ai fait 2 ions, un qui a gagné un électron, un qui a perdu un électron, donc un qui est chargé négativement, parce que l'électron est chargé négativement, un qui est chargé positivement, parce qu'on a perdu une charge négative. Oui. Oui. On ne fait pas. C'est-à-dire que l'histoire de force dont je vous parlais, elle marche que si mon atome est plus fort que l'autre. Et les atomes, quels qu'ils soient, enfin, les atomes les plus faibles, on va dire, c'est ceux qui doivent perdre des électrons. C'est-à-dire que si l'atome de fluor allait sur un atome, je ne sais pas autre, n'importe quoi, l'atome d'oxygène, qui lui aussi a besoin d'électrons, eh ben, l'atome de fluor ne pourra pas piquer un électron à l'atome d'oxygène. Il ne sera pas assez fort pour ça. Donc, les atomes forts et les atomes faibles respectent ce principe-là. On le verra vendredi, parce que ça va être l'objectif de notre travail. Je vais vous donner à tous un tableau périodique. Les atomes faibles qui sont là, c'est ceux qui n'ont que 1, 2 ou 3 électrons sur la couche périphérique. Donc, c'est ceux qui ont envie de perdre des électrons. Et ils sont faibles pour ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir assez de force pour les garder, parce qu'ils ne veulent pas les garder. Et puis, ceux qui vont gagner des électrons, c'est ceux-là. Et ça ira toujours de là vers là. Jamais de lui à lui. Oui, systématiquement. Il n'y a pas, par exemple, quelqu'un qui aurait besoin de 2 électrons, qui s'en fait piquer un 3e et qui, du coup, a 3 électrons à récupérer. Ça ne marche pas comme ça.
vrai que mon exemple d'hier où je tapais sur quelqu'un pour récupérer son électron, c'est un exemple qui a ses limites au niveau de l'atome. Voilà. Mais c'est le principe. Est-ce qu'il reste des questions? Ça va? C'est clair pour tout le monde? Vous me faites ce dessin? Oui, quand je dis vous me faites le dessin, vous mettez aussi les symboles des atomes. Hein? Quelque part, ça vous fait aussi un petit exercice pour ceux qui ont... Alors oui, tiens, pendant que j'y pense. Bravo et bien pour les deux qui ont regardé la vidéo. Hein? Moins bien pour les 6 qui vont, les 8 qui n'ont pas encore fait. La seule chose, c'est pour dire comment l'électron va bouger. L'idée, qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Là, j'ai mon fluor, là, j'ai le lithium. Le fluor est dans un flacon, le lithium est dans un autre flacon. Tant que mes fluor et mon lithium sont dans deux flacons différents, il ne se passe rien du tout. Le fluor, il a ses 7 électrons, ça ne bouge pas. Le lithium a ses 3 électrons, ça ne bouge pas. Je mets mes deux produits en contact. Ah, je vous montrerai vendredi comment on fait. Je mets les deux produits en contact. Et en mettant les deux produits en contact, mes atomes de fluor vont venir sur les atomes de lithium. C'est ça que j'appelle en contact. Et au moment où fluor arrive sur le lithium, il pique son électron. Et il repart avec l'électron. Oui. Non, c'est avec certains. Il y a des atomes qui sont, entre guillemets, faits pour perdre des électrons. Il y a des atomes qui sont faits pour en gagner. Et là, il n'y a rien qui changera ça. Oui. D'une certaine manière, oui. Après avoir fait leur échange d'électrons, c'est ça que vous me dites, en fait, les deux atomes deviennent très forts. C'est-à-dire que ces deux atomes-là ne peuvent plus perdre d'électrons. Ils ne pourront jamais se faire prendre des électrons. Une fois qu'ils respectent la règle de l'octet, ils sont plus forts que tous les autres atomes, ils gardent leurs électrons. Mais leur force ne va pas leur permettre d'aller en prendre par exemple un 11e ici. Une fois qu'ils ont pris leur électron, le plus fort reste encore très fort pour tout garder. Lui, qui était faible, devient très fort parce que ces deux-là, on ne pourra jamais lui piquer. Et est-ce qu'il reste des questions? Alors, ce qui va nous rester à faire, c'est premièrement représenter les ions par un symbole. Et deuxièmement, quand je vous dis que les ions sont chargés négativement ou les ions sont chargés positivement, avec quelle charge ils sont chargés. Et comment on fait le calcul pour savoir cette charge électrique? Et tout le monde a fini? Alors, dernière propriété, le symbole d'un ion. Vous l'avez fait noter ça ou pas? Du coup, le symbole correspond, voilà, c'est ça, d'accord. Donc, le symbole de l'ion, c'est construit à partir du symbole de l'atome et on rajoute sa charge électrique. Et donc, l'objectif du travail que l'on va faire, c'est comment je calcule la charge électrique. Deux manières. Ce que j'appelle moi une manière simple et une manière compliquée. La manière simple, c'est de trouver la charge électrique par le raisonnement.
La manière que je pense être plus compliquée, en tout cas certainement plus longue, c'est de retrouver la charge électrique par le calcul. Je vais vous montrer la manière la plus longue d'abord. Et puis ensuite, je vous parlerai de la manière la plus simple. En étant bien d'accord sur une chose, en contrôle, je ne vous demanderai jamais de justifier la charge électrique. Vous me direz simplement en contrôle, ça c'est l'ion F-, ça c'est l'ion Li+, ça c'est l'ion O2-, voilà. Sans avoir à me dire d'où provient la charge électrique. Donc je vous donne les deux méthodes, et quelque part vous choisirez la méthode que vous voulez, sachant qu'il faudra juste savoir l'utiliser sans avoir besoin de la rédiger. La première méthode, donc la méthode que je trouve un peu plus longue, c'est la méthode qui est systématique. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les charges électriques qu'il y a dans mon ion. Et donc, allons-y. Je commence par le fluor. Le fluor, on a vu qu'il y avait 9 électrons. Par contre, on a vu que l'ion fluor avait gagné un électron. Donc finalement, cet ion fluor, mademoiselle Étifier, oui, non mais ça j'ai bien vu que vous demandiez quelque chose. Et moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne veux pas vous entendre. J'aimerais que vous soyez bien concentrés. Ben, ça dépend le truc. Alors qu'est-ce que vous voulez demander? Un feutre noir? Qu'est-ce que vous voulez faire d'un feutre noir? Si vous n'avez pas de feutre noir, vous prenez un stylo. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'obligation. Hein. Donc, je reviens là-dessus. L'ion fluor a donc 10 électrons. Il faut bien mémoriser que l'électron est chargé négatif. Donc, mon ion fluor possède 10 charges négatives. Les neutrons, je m'en moque. Parce que comme leur nom l'indique, les neutrons sont neutres du point de vue électrique. Les protons, je ne m'en moque pas. Les protons, il y en a 9. Et dans le cas de l'ion fluor, il reste à 9. Parce que les protons, c'est 9 charges positives. Ensuite, pour savoir la charge électrique, ben, je fais la balance entre les charges négatives et les charges positives. 10 moins 9 plus, quand je fais le total, ça me fait 1 moins. La charge électrique de l'ion fluor est égale à une charge négative. Et donc, mon symbole de l'ion fluor, c'est le symbole de l'atome de fluor. Et puis, je continue la définition que vous avez écrite en ajoutant en haut et à droite la charge électrique. Et attention à l'écriture. C'est une charge électrique. Donc, j'écris une charge électrique. Donc, 1 moins, pas moins 1. Ce n'est pas une écriture de maths. Ce n'est pas le chiffre moins 1. C'est pour dire une charge négative. Est-ce que c'est compris le principe là? Il y a des questions? Si je fais la même chose là-bas avec mon ion lithium, j'ai la même chose. L'ion lithium, il avait 3 électrons, il en a perdu un. Donc il reste 2 électrons. Ces 2 électrons sont tous chargés négativement. Je vous trouve trop bavard. Vous, mademoiselle Étifier, et monsieur Ben Khalifa. Oui. Ah. Donc tous les deux, vous êtes attentifs et silencieux. Oui. Alors ça, par contre, il faut le savoir par cœur. Il faut que vous sachiez par cœur que l'électron, c'est négatif, le proton, c'est positif, et que le neutron, on s'en moque parce que c'est neutre. Alors pour le neutron, c'est facile à retenir. Voilà. Les protons, ils sont là-dedans. Donc, je ne m'en occupe pas, je joue que sur les électrons. Comment je sais qu'ici j'ai des électrons si à un moment vous avez un trou de mémoire? Ben, rappelez-vous, on appelle ça la structure électronique des atomes. C'est bien que c'est des électrons. Vous me dites oui, j'arrête, et puis 2 minutes après, paf, c'est reparti. Ben ouais, mais vous regardiez la neige en parlant. Ben ouais, mais en plus, c'est pas. D'accord. Ah. Donc, j'ai 2 électrons sur mon ion lithium, et par contre, le nombre de protons, lui, c'est toujours 3. Et les protons sont chargés positivement. Quand je fais ma balance, des charges positives et des charges négatives,
2-, 3+, j'ai une charge positive. Et donc le symbole de l'ion lithium, c'est l'atome de lithium, avec en haut à droite sa charge électrique, c'est-à-dire 1+, et là aussi 1+, et pas +1, pour dire une charge positive. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Oui? Ça, c'est le calcul. Il est un peu long, mais il a l'avantage d'être simple et d'être toujours fait de la même manière. Moi, je préfère la version plus courte avec le raisonnement. Le raisonnement, en fait, il est là. Je dis que l'ion fluor, j'ai gagné un électron. Comme j'étais neutre au départ, si j'ai gagné un électron, c'est que j'ai gagné une charge négative. Ça fait 1-. Donc ma charge électrique, c'est le nombre d'électrons que j'ai gagné. Et de l'autre côté, ici, le raisonnement est à l'inverse. J'ai perdu un électron, donc j'ai perdu une charge négative. Comme je pars de 0, si je perds une charge négative, c'est que j'ai récupéré une charge positive. Voilà, ça c'est la partie raisonnement. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, je ne vous demanderai jamais de l'écrire. Et de toute manière, le principe, c'est de trouver la bonne réponse. Oui. Oui. C'est pour ça, l'avantage du calcul, c'est qu'on est sûr de ce qu'on fait. L'avantage du raisonnement, c'est qu'il est plus court. Évitez, enfin, je vous déconseille de faire les deux, parce qu'à ce moment-là, ça vous prend plus de temps, puisque vous faites les deux raisonnements en même temps. J'irai quelque part, je veux dire, à titre personnel, c'est pas un bon terme, puisque c'est vous qui êtes concerné, c'est pas moi. Mais éventuellement, je commencerai par faire ça 2 ou 3 fois, pour bien comprendre comment ça se passe, et puis après, ça va devenir un raisonnement automatique. Un peu d'entraînement, et puis ensuite, on comprend comment ça marche. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions? 2 petites remarques par rapport à ça. Déjà, les habitudes. En fait, en chimie, le chiffre 1, on l'écrit très rarement. On l'écrit très rarement parce qu'on suppose que si on écrit quelque chose, c'est qu'il y a au moins un exemplaire. Donc, l'ion fluor, si vous regardez sur les bouteilles d'eau minérale ou dans des bouquins de chimie, etc., on l'écrit jamais F1-. On l'écrit en mettant F-. Parce que si j'écris un signe moins ici, c'est que j'en ai un. Par contre, si j'avais 2 charges négatives, je mettrais bien un 2. Si j'avais 3 charges négatives, je mettrais bien un 3. Mais le 1, je ne l'écris pas. De la même manière que l'ion lithium, on n'écrit pas le 1+. On met juste plus. Et si vous l'écrivez, pour moi, c'est pas faux. Après, mais là, c'est dans très longtemps. Hein, enfin, très longtemps, il ne faut pas exagérer, mais si vous l'écrivez en terminale, c'est vrai que le professeur de terminale, il va faire un peu la gueule. Quoi. Donc, quand même, un plus, vous pouvez l'écrire correctement. Mais là, pour faire ça, si dans les contrôles, vous mettez un plus et un moins, ça ira très bien, ce sera très juste. Il n'y aura pas de problème. D'autres questions? Alors, qu'est-ce que je vais vous demander comme travail? Donc, application. On étudie l'atome de phosphore. Je vous mets au tableau. On étudie l'atome de phosphore, symbole P, 15, 31. On étudie l'atome de phosphore. Premièrement, donner la composition de cet atome. On étudie l'atome de phosphore avec le symbole qui est ici. Premièrement, donner la composition de cet atome. Donc ça, c'est la question que vous avez déjà fait plus de 10 fois. Nombre de protons, nombre d'électrons, nombre de neutrons. Deuxièmement, donner la composition de cet atome. Deuxièmement, représenter la structure électronique de cet atome.
deuxièmement, représenter la structure électronique de cet atome. Pour être clair, ça veut dire dessiner l'atome. Il n'y aurait que moi, je demanderais de dessiner l'atome, ce serait clair, il n'y aurait pas de problème. Mais bon, il faut prendre l'habitude du bon vocabulaire. Donc deuxièmement, représenter la structure électronique de l'atome. Troisièmement, quel ion peut-il former? Quel ion peut-il former? Écrivez son symbole. Donc deuxièmement, représenter la structure électronique de cet atome. Troisièmement, quel ion peut-il former? Écrivez son symbole. Alors, une petite remarque sur ma troisième question. Quel ion peut-il former? Donc l'idée, c'est est-ce qu'il va gagner des électrons ou est-ce qu'il va en perdre? Et puis combien il va gagner, combien il va en perdre? Vous avez vu que dans ma question, je vous ai mis que l'atome de phosphore. Autrement dit, dans la troisième question, je ne cherche pas à savoir à qui il va prendre des électrons s'il en a besoin, ou à qui il va en donner. Je m'en moque. Ce que je veux savoir, c'est combien il doit en prendre ou en donner. Savoir à qui, ce ne sera pas dans mes questions. Voilà. Ça, c'est représentatif des questions que vous aurez au prochain contrôle. Pour vous dire la date du prochain contrôle, j'attends les consignes du ministre. Je vous en ai parlé, c'était hier. Donc, j'attends la version officielle pour savoir si on continue en demi-groupe ou pas. Vraisemblablement, ça va continuer comme ça. Et à ce moment-là, on fera comme la dernière fois, 2 contrôles, mais sans le contrôle préparatoire comme on avait fait en début d'année. Avec regret, mais là, il n'y a pas le choix. Allez, c'est parti. Là, je ne suis pas en train de parler. Non. Voilà. Voilà. Oui. C'est ça. On est d'accord. Pas sur la présentation, mais ça, je pense que vous savez. Mais par contre, sur le fond, on est d'accord. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est là. Je dis bien, vous avez fermé le cercle, c'est l'endroit où vous avez fermé le cercle. Mais, voilà. Nombre de protons égale à Z égale à ça. Nombre d'électrons égale nombre de protons égale à ça. Nombre de neutrons égale A moins Z égale à ça. J'ai répondu à votre question? J'étais un peu complexe. Donc, n'oubliez pas, le cas ici A, ça c'est chiffre Z. Chiffre Z, c'est le nombre de protons, c'est le nombre d'électrons.
quand vous avez votre cours Warcraft, des applications un petit peu avant, c'est l'avantage de faire ça avec les cours, c'est que pour tous les 3 pages, ah, c'est là le problème. On est bien d'accord que vous avez comment par rapport à ce que vous avez là, il faut compter avec les posters. C'est pour ça que vous avez beaucoup de travail. À la fois, il y a le cours, c'est bien pour les cours. Mais dans la vidéo, je vous ai dit comment. Donc, du coup, ça vous donne tout le raisonnement. Il n'est pas dans le cours. Et voilà. Voilà, on est d'accord. Donc, le point est soit sur le trait, soit sur le pas. Il faut absolument sortir sur les autres. Là, vous avez une vidéo. Bon, allez, je corrige. Alors, je répète ce que j'ai dit à plusieurs de vos camarades. On va revoir un petit peu la structure électronique, mais je ne vais pas complètement refaire le cours. Je vais vous expliquer pour le phosphore, mais pour le phosphore, pas pour les autres. Donc, dans la vidéo, il y a le cours, oui, mais ce n'est pas le cours qui est important. C'est les explications. Sur un cours comme le partie optique, où il y avait des formules, etc., c'est la partie cours qui est importante. Mais là,
c'est pas la partie cours. Les règles de Pauli, je ne vous demanderai jamais de les réécrire. Le dessin de l'atome, je ne vous demanderai jamais de le justifier. Vous me le faites, c'est tout. Et donc, c'est ça qui fait que la vidéo est importante, parce que je vous explique comment faire sans trop finalement se préoccuper des règles. C'est comme ça que ça marche. Alors, allons-y pour la première question, qui là, j'espère, va devenir traditionnelle, c'est-à-dire un automatisme. J'ai mon atome de phosphore 31,15, ça veut dire que le nombre de masses est égal à 31 et que le numéro atomique est égal à 15. Et puis ensuite, sans mettre de petites phrases, j'applique la formule ou quoi que ce soit, mais en mettant les formules, je dis que le nombre de protons, par définition, c'est Z, c'est-à-dire dans le phosphore, il y a 15 protons. Le nombre d'électrons dans l'atome sera toujours égal au nombre de protons, c'est-à-dire 15. Et le nombre de neutrons, par définition, c'est A moins Z. C'est-à-dire ici 31 moins 15, j'ai 16 neutrons. Pour ma troisième question, pour ma deuxième question, c'est le nombre d'électrons qui est important puisqu'il faut dessiner les électrons. Pour la troisième question, c'est le nombre de protons et le nombre d'électrons. Les neutrons, je vous l'ai dit, ils sont neutres en charge électrique. Donc, j'en ai besoin pour répondre à ma question, mais j'en ai plus besoin après. Oui. Voilà, ça, vous mettez ça en contrôle, c'est tout bon. Vous avez tous les points. Il n'y a pas de j'applique la relation, il n'y a pas de phrase de conclusion. Si vous le mettez, c'est pas grave. Mais c'est pas obligatoire. Alors, allons-y. Le dessin de l'atome de phosphore. J'ai 15 électrons à placer. Les règles de Pauli vous expliquent qu'on va les placer en remplissant les couches de la première vers la dernière. Et les règles de Pauli vous expliquent que pour passer à une couche, il faut qu'en dessous, ce soit plein. Donc, sur les 15 électrons, mes premiers électrons, ils vont sur la couche K. Les règles de Pauli vous disent que sur la couche K, il y a 2 électrons au maximum et que ces 2 électrons sont côte à côte. Ma couche K est complète, il me reste 13 électrons à placer. Donc, je vais placer mes électrons sur la couche L. Première règle de Pauli, sur la couche L, je peux mettre 8 électrons. Cinquième règle de Pauli, les 4 premiers électrons que je mets sont forcément célibataires. Toujours cinquième règle de Pauli, les électrons que je vais mettre en plus vont venir former des doublés. C'est le tableau qu'il faut regarder. Là, c'est H2O sous forme solide, c'est tout. Donc, cinquième électron ici, sixième électron ici, septième électron ici, huitième électron ici. Et une fois que je suis arrivé à 8 électrons, ça bloque parce que la première règle de Pauli vous dit que la couche L bloque à 8 électrons. J'ai donc placé 2 électrons ici, 8 électrons ici, j'en ai placé 10. J'en ai 15 à placer, donc j'en ai encore 5 à mettre. Les 5 derniers sont sur la troisième couche. Quatrième règle de Pauli, la couche périphérique, c'est-à-dire la dernière couche, quelle qu'elle soit, bloque à 8 électrons. Cinquième règle de Pauli, sur cette dernière couche, les 4 premiers électrons sont célibataires. Et les 4 électrons suivants, c'est un petit peu comme ici, viennent former des doublés. 2, 8, 5, j'ai bien dessiné mes 15 électrons. Oui. Voilà. Ça va être l'objet de ma troisième question. Là, quand je vous dis, avec mes mots scientifiques, représenter la structure électronique, ça veut juste dire dessiner l'atome. Pas l'ion. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu plus fort, je n'ai pas entendu. Les électrons? Oui, si vous voulez. Ah, pour l'ion? Oui. Vous avez bien vu tout à l'heure, moi je mettais une croix. Si vous voulez mettre un truc rouge, etc., ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, à condition que ce soit bien clair que la réponse à la deuxième question, c'est ça. Vous voyez? Il faut que moi, quand je vous corrige, parce que c'est ça l'idée, il faut que moi, quand je vous corrige, j'ai un dessin qui me dise, bah voilà, la réponse à la question 2, c'est ça. Ouais, mais à condition que vous mettiez quand même, c'est ce que j'étais en train de dire avec votre camarade, à condition que vous mettiez quand même que, voilà, les électrons de cette couleur-là, c'est ceux que je rajoute pour faire un ion. Vous voyez? Donc, vous me faites un truc, alors je ne sais pas,
ce genre de choses-là. Je suppose que c'est ça dont vous parlez. Puis vous me faites une petite phrase en disant électrons qu'on rajoute. Hop. Pour que ce soit bien clair que ceux que vous avez dessinés en rouge, c'est des électrons qu'on rajoute pour faire l'ion. Mais si je n'ai pas cette phrase-là, je suis embêté parce que je regarde votre dessin, je vois 8 électrons sur la couche périphérique. Donc comme c'est le dessin de la question 2, bah forcément, moi qui corrige, je dis ça, bah, c'est faux, ça ne correspond pas à ce que j'ai demandé. Sinon, vous pouvez en refaire un pour la question 3, ou ce que vous pouvez imaginer aussi, par exemple, c'est mettre ça au crayon de papier pour avoir votre raisonnement, puis hop, ensuite vous effacez. C'est possible aussi. Enfin, je ne sais pas, il faut trouver un système. Mais il faut que moi, mes réponses soient bien claires pour que quand je corrige, bah, je vois si vous êtes trompé ou pas. D'autres questions? Oui? Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, quelque part, je reprends la suite du raisonnement dont je viens de parler avec vos camarades. Effectivement, si je prends leur méthode, ce n'est pas forcément comme ça que j'aurais fait, mais si je prends leur méthode, je vois bien qu'il manque 3 électrons et je vois bien où manquent ces 3 électrons. Et donc, dans ma question 3, finalement, la réponse, c'est de dire quoi? La réponse, c'est de dire que l'atome de phosphore doit gagner 3 électrons. Et puis la réponse, c'est d'écrire le symbole de cet atome. Je vais mettre une phrase ici. C'est juste ma phrase à moi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur cette phrase pour la réécrire. Vous pouvez faire vos phrases à vous. Par contre, il y a des choses qui doivent être dans la réponse à la question 3. Oui? Oui. On est bien d'accord avec ça. Alors là, par contre, je vais vous demander un petit peu de temps pour répondre à votre question de manière bien détaillée, puisque ça, c'est l'objet de mon prochain paragraphe. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de votre camarade, c'est la suivante, alors je la réinterprète un petit peu. Il y a effectivement des atomes qui ne peuvent pas faire d'ion. C'est les atomes qui ont 4 électrons sur la couche périphérique. Parce que comme je vous ai dit qu'un atome peut gagner ou perdre 3 électrons au maximum, bah, si j'en ai 4 et que j'en rajoute 3, ça m'en fait 7, pas 8. Si j'en ai 4 et que j'en perds 3, bah, il m'en reste encore un. Donc, il y a une catégorie d'atomes particulière qui, eux, ne pourront pas faire d'ion pour respecter la règle de l'octet. Mais cette catégorie particulière fera l'objet de notre prochain paragraphe, et c'est cette catégorie-là qui donnera prioritairement des molécules. Donc, ils vont respecter la règle de l'octet, mais ils vont faire une autre méthode que les ions. Oui? Alors, on ne peut pas travailler par étapes. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez me dire, mais on ne peut pas travailler par étapes. On ne peut pas imaginer, par exemple, qu'il en pique un à un atome et qu'il aille en piquer 3 autres à un autre atome. C'est soit je peux gagner mes électrons et j'en ai 3 à gagner, ou 2 ou 1, soit je ne peux pas. Oui. Voilà, je ne sais plus comment je vous ai fait rédiger la phrase, mais c'est de 1 à 3 électrons maximum, mais de 1 à 3. C'est-à-dire, je peux en prendre 1, je peux en prendre 2 ou je peux en prendre 3, en fonction de ce dont j'ai besoin. Pour ça, je vous disais, ma comparaison avec la personne qui vient vous piquer votre porte-monnaie, elle n'est pas bonne. J'ai jamais vu quelqu'un, j'ai jamais vu quelqu'un tout court. Enfin, j'imagine assez mal quelqu'un qui vient, qui vous tape dessus, qui prend votre porte-monnaie, et puis qui vous le rend en disant j'ai besoin que de 10 euros. Bon, alors que pour mes atomes, c'est ça. S'il a besoin que d'un électron, il n'en prendra qu'un. Même si l'autre veut en perdre 3. Celui qui a besoin d'un électron, il en prend un. Point. Voilà. C'est ça l'idée. Alors, je reviens sur ma dernière question. Au niveau du principe, je pense que c'est bon pour tout le monde. Maintenant, comment on le rédige? Donc, je répète, moi, je fais une phrase. Vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Moi, ce que j'écris, c'est que pour obéir à la règle de l'octet,
l'atome de phosphore doit prendre 3 électrons. Et donc, il formera l'ion P 3-. 3- parce qu'avec mon raisonnement, si je gagne 3 électrons, je gagne 3 charges négatives. Ou 3- parce que j'ai fait mon petit calcul et j'ai vu que dans l'ion phosphore, j'ai 18 électrons et simplement 15 protons. Alors, ce qu'il faut qu'il y ait dans votre phrase, c'est ça. C'est-à-dire que dans votre phrase, doit y avoir finalement l'équivalent de la formule, c'est-à-dire obéir à la règle de l'octet. Et puis, il doit y avoir le nombre d'électrons qu'on gagne ou qu'on perd. Oui, c'est vrai qu'il est mal placé l'ordinateur, mais enfin, on en a déjà parlé. Je ne sais pas où le mettre. Oui, mademoiselle Tifier ? Alors, oui, il formera. Ça, jusqu'à 3 électrons, c'est ma première question. Quel ion peut-il former? Et la deuxième phrase là, c'est pour répondre à la deuxième partie de la question, donner le symbole de l'ion. Oui. Voilà. Je vous demande pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on en parlait, voilà, vous avez celle de l'atome, vous n'êtes pas obligé de dessiner celle de l'ion. Avec celle de l'atome, quelque part, je vois bien qu'il manque 3 électrons. Je n'ai pas vraiment besoin de le dessiner. Mais si vous voulez le faire, ce n'est pas un problème. Oui, voilà. Ça, après, vous organisez votre réponse comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est les arguments. Oui. Ah, alors. L'exercice que ça, est-ce que c'est un peu mieux? Voilà. Alors après, derrière, vous avez eu le temps de voir ou pas? Je vais vous le lire. Vous en êtes où? Pour obéir à la règle de l'octet, l'atome de phosphore doit prendre 3 électrons. Alors on est bien d'accord, hein, doit prendre 3 électrons, doit gagner 3 électrons, enfin, c'est l'idée. Doit prendre 3 électrons. C'est bon, monsieur Martin? Voilà. Il formera, et donc ça c'était la question de mademoiselle Tifier, il formera l'ion P 3-. Voilà. Alors après, dans le contrôle, je peux mélanger les exercices. Vous savez ce qu'on a fait au premier paragraphe et au deuxième paragraphe. C'est-à-dire que je peux vous faire des questions comme ça, et puis je rajoute en question 4, calculer la masse d'un atome de phosphore, ou calculer la masse d'un ion phosphore. Puis en dernière question, combien d'atomes de phosphore je peux avoir dans, je ne sais pas moi, 300 grammes de phosphore. Oui. Donc faire un gros exercice qui mélange toutes les formules de notre chapitre. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va en venir à ce que je vous disais tout à l'heure avec la remarque de votre camarade. Paragraphe suivant, après les ions, les molécules. Donc grand 5, molécules. C'est bon, vous avez fini d'écrire? Comme vous avez dit par chi. Ça va, c'est bon? Et donc, je vais remettre quelque part, alors par écrit, c'est peut-être un peu exagéré, mais par le dessin, ce dont on était en train de parler tout à l'heure. L'exemple le plus simple, c'est mon atome de carbone. L'atome de carbone, il a un nombre d'électrons qui est égal à son numéro atomique, c'est-à-dire 6. 6 électrons, bien si je reprends mes règles de Pauli, ça veut dire que je commence par mettre des électrons sur la couche K, et les électrons sur la couche K, à part l'hydrogène, il y en a de toute manière tout le temps 2, sous forme d'un doublet. Et puis, j'ai encore 4 électrons à placer. La règle de Pauli vous dit que dans la couche L, je peux en mettre 8.
Et la cinquième règle de Pauli vous dit que les 4 premiers sont toujours célibataires. Ça tombe bien, là, il y en a 4 à mettre. Donc, j'en ai 2 ici, 3, 4, 5, 6, j'ai bien dessiné mes 6 électrons. Et on est dans le cas que présentait votre camarade, c'est-à-dire j'ai 4 électrons sur la couche périphérique, et je suis bien embêté. Parce qu'il faut que j'en gagne 4. Et ça, c'est pas possible. Le maximum que je peux gagner, c'est 3. Et si j'en gagne 3, 4 et 3, ça fait 7 et ça fait pas 8. Pareil, si je voulais les perdre, il faudrait que j'en perde 4, et c'est pas possible, je peux en perdre que 3 au maximum. Donc il m'en resterait 1. L'atome de carbone ne peut pas faire d'ion. C'est physiquement impossible. Par contre, on a remarqué, et je vous ai dit que cet atome de carbone, il obéissait à la règle de l'octet. Donc lui, il va avoir une manière d'obéir à la règle de l'octet qui est différente de celle des ions. Alors il n'y a pas que lui, il y a plein d'atomes qui font des molécules. Enfin, je vous dis, il y a plus de 100 milliards de molécules différentes, donc il n'y a pas que du carbone. Mais lui, c'est vraiment le plus important. Nous existons tels que nous sommes à cause de lui. Dans le corps humain, il y a 20% de carbone. Ce carbone, c'est la structure de toutes les molécules qui nous composent. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on mange, c'est à cause de lui. Ou c'est grâce à lui, ça dépend comment vous voyez les choses. Hein. Mais quand, par exemple, M. Galmiche est en train de parler avec ses camarades, c'est parce qu'il y a lui. Parce qu'il y a une molécule avec du carbone dans sa tête qui fait que je suis fatigué un petit peu, donc je vais discuter, ou alors j'ai une question, je vais discuter, etc. Tout ce que vous faites, pensez, dites, etc., c'est tout des molécules. Quand vous êtes content, c'est que vous avez trop de molécules d'endorphine. Quand vous n'êtes pas content, c'est que vous n'avez pas assez de molécules d'endorphine. Et la molécule d'endorphine, c'est une trentaine d'atomes de carbone. Plus de l'hydrogène, un petit peu d'oxygène, etc. Bon, enfin, je m'éloigne de mon sujet. Voilà. Donc, qu'est-ce que va faire cet atome de carbone? En fait, il va commencer à faire comme il ferait s'il voulait faire un ion. Ce que je donne comme exemple, parce que ça me paraît le plus simple, c'est ce qui se passe quand je mets en contact du carbone avec de l'hydrogène. Alors le carbone, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, l'atome de carbone, c'est ce qu'elle est à la base du charbon. À la base aussi du diamant, mais ça c'est autre chose. Donc, du charbon, ceux d'entre vous qui écrivent avec le crayon papier, ce que vous avez, c'est du carbone. L'hydrogène, c'est un corps gazeux, c'est un peu plus compliqué d'en trouver, mais ce n'est pas un problème. L'hydrogène, c'est l'atome le plus simple qui existe. Un seul électron. Et donc, l'atome d'hydrogène, quand je le dessine, c'est ça. L'atome d'hydrogène, c'est la sonnerie, ça? Bon, allez, on continuera ça. Alors, pas vendredi, mais on continuera ça la semaine prochaine avec vos autres camarades. Oui. Il va falloir que Ah, vous parlez d'hydrogène? Oui. C'est que je vais aller coller mon hydrogène. Et ça, on va voir ça la semaine prochaine. Au revoir. Ça se voit bien, je trouve. Plus tu viens, moins il me faut.